devant 9 membres de notre famille, ma belle-mère m'a regardé droit dans les yeux, et a ri froidement. Ton père ne t'a absolument rien laissé. Il t'a détesté pendant 18 ans, Rosie. Il me l'a dit lui-même sur son lit de mort, tu étais son plus grand regret. Ces mots ont résonné comme une gifle. Ma grand-mère a tressailli. Une cousine a détourné le regard. Monsieur Hulbrook, l'avocat de mon père, est resté silencieux. Il a ouvert une enveloppe brune scellée, frappé du nom de mon père à la cire rouge, en a lu la première ligne, puis l'a fait glisser lentement sur la table vers moi. Je n'ai rien dit. Ensuite, mon oncle Garrett, un homme qui ne m'avait pas adressé la parole depuis 13 ans, s'est penché en avant et a chuchoté, « Ouvre-la, mais pas devant elle. Si tu le fais, elle ne s'en remettra jamais. » Elle pensait avoir gagné. Elle n'avait aucune idée que mon père, bien que décédé, venait de me tendre le couteau nécessaire pour mettre fin à ces 18 années de mensonges. Je m'appelle Rosie Goff. J'ai 27 ans. Avant que je vous dise ce qu'il y avait dans cette enveloppe, aimez et abonnez-vous. Écrivez le mot « vérité » dans les commentaires, si quelqu'un qui était censé vous aimer vous a déjà menti. Je lis absolument tous les commentaires. Pour expliquer ce qu'il y avait dans cette enveloppe, je dois vous ramener à un mardi matin, à la mi-mars. À 10 heures précises, dans un cabinet d'avocats sur Pack Square, dans le centre-ville d'Asheville, en Caroline du Nord. Le bâtiment est un édifice de 3 étages en briques rouges, à l'angle de College Street. La plaque sur la porte indique « Hulbrook et Peton, succession et fiducie ». Le cabinet s'y trouve depuis le début des années 60. Mon grand-père connaissait le fondateur. Mon père connaissait Cornelius Hulbrook depuis l'âge de ses 27 ans, l'année où le mari de ma grand-mère est mort, et où mon père est devenu le chef de famille. Je suis arrivé à 9h52. Je me suis garé dans le parking de l'autre côté de la rue. J'ai marché lentement, car je ne voulais être ni en avance, ni en retard. Ma belle-mère était déjà là. Elle était arrivée à 9h30. L'assistante juridique me l'a dit d'un ton si neutre, que j'ai tout de suite compris qu'il ne l'était pas du tout. Quand je suis arrivé dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, ma belle-mère est apparue dans l'embrasure de la porte, des perles à son cou. Le simple collier que mon père lui avait acheté en 2009. Il ne m'avait jamais rien offert qui coûte plus de 70 €. Tu es en retard, ma chérie, a-t-elle dit. Une voix douce, un petit sourire. J'avais dit à tout le monde 10 heures tapantes. Nous avons une journée tellement chargée. Elle ne s'est pas écartée de la porte. J'ai attendu qu'elle le fasse. À l'intérieur de la salle de conférence, les chaises étaient déjà attribuées avec de petits cartons nominatifs imprimés. Madame Vivien Goff, veuve, imprimé avec sa propre imprimante, sa propre encre. Mon carton disait simplement Rosie Goff. Juste ça. Aucun lien de parenté n'était mentionné. Ma chaise se trouvait à l'autre bout de la table, le siège le plus éloigné de Monsieur Hulbrook. 9 proches étaient déjà assis. Easton, mon demi-frère de 33 ans, dans un blazer bleu marine trop serré aux épaules. Sa femme, brillait, à ses côtés. La mère de mon père, Cordelia, 84 ans, avec un mouchoir vert pâle plié en deux sur ses genoux. La sœur de mon père, Adélaïde, ainsi que sa fille Marigold. Mon oncle Garrett et son fils Forrest. Enfin, ma grand-tante Wifor Lockwood, la dernière cousine survivante de la génération de ma grand-mère. Garrett était assis au bout de la table, sur le siège à côté du mien. Il ne l'avait pas choisi. Ma belle-mère le lui avait attribué. Elle nous voulait ensemble, pour pouvoir nous surveiller tous les deux en même temps. Je me suis assise. Je ne lui ai pas parlé, et il ne m'a pas parlé. Il a poussé son verre d'eau d'1 centimètre vers moi. C'était la première chose qu'il faisait dans ma direction depuis 13 ans. Monsieur Hulbrook est entré à 10 heures précises. Il avait 67 ans, des cheveux argentés, et portait un costume anthracite. Il a salué tout le monde en utilisant les noms de famille complets. Il s'est assis en bout de table, face à ma belle-mère. Il a posé un dossier devant lui, puis a dévissé le capuchon d'un stylo à plumes. Il a commencé par l'ouverture procédurale, date du décès, inventaire de la succession, désignation de l'exécuteur testamentaire. Mon père avait nommé ma belle-mère exécutrice, dans le testament qu'il avait signé en 2012. Monsieur Hulbrook a lu ces sections d'une voix neutre. Puis, ma belle-mère a levé la main. « Maître, a-t-elle dit, avant que vous ne lisiez quoi que ce soit, je veux juste que ma fille sache ce qui l'attend. »
Monsieur Hulbrook a patienté. Rosie, ma chérie, ton père ne t'a absolument rien laissé. Il t'a détesté pendant 18 ans. Il me l'a dit lui-même sur son lit de mort, tu étais son plus grand regret. Je pense qu'il vaut mieux que tu l'entendes de ma bouche, avant de l'entendre dans le document. Ma grand-mère a tressailli. C'était un petit mouvement. Je l'ai presque manqué. Ses épaules se sont crispées sous son pull, et sa main a plaqué le mouchoir plié contre sa cuisse. Elle avait été au funérarium avec le corps de mon père. Elle avait vu les dossiers médicaux, et elle savait pertinemment qu'il n'y avait eu aucune discussion sur un lit de mort. Elle a tressailli, car elle venait d'entendre sa belle-fille mentir sur la mort de son fils, et elle ne pouvait pas encore le contester à voix haute. Marigold a regardé la moquette. Monsieur Hulbrook n'a pas répondu. Il n'a pas regardé ma belle-mère, ni moi d'ailleurs. Il a cherché dans son dossier, et a sorti une enveloppe brune distincte, plus petite que le testament. Elle était scellée par un disque de cire rouge. Le nom de mon père y était pressé en lettres en relief. Il a brisé le sceau. Il a lu la première ligne en silence. Il a fait une pause d'une demi-seconde. Ensuite, il a fait glisser l'enveloppe à travers la table en noyer poli jusqu'à moi. Il n'a pas dit un mot à ce sujet. Gareth s'est penché. Ouvre-la, a-t-il chuchoté, mais pas devant elle. J'ai pris l'enveloppe, et je me suis levé. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis sorti de la salle de conférence. Gareth m'a suivi dans le couloir. Dans le miroir au cadre doré près de l'ascenseur, j'ai vu ma belle-mère toujours assise en bout de table. Son sourire était toujours là, mais il n'atteignait plus ses yeux. Pour comprendre pourquoi ma belle-mère a dit ce qu'elle a dit, il faut comprendre les 18 années qu'elle a passées à en dire des versions plus subtiles. Mon père a épousé Vivian en juin 2008. J'avais 9 ans. Le mariage était une petite cérémonie dans le jardin arrière de notre maison à Biltmore Forest, ce quartier calme et bourgeois au sud d'Asheville, où les gens disent des choses cruelles avec des voix douces. Je portais une robe à fleurs que Vivian avait choisie. Elle avait dit à mon père que c'était la robe que je voulais. J'en avais voulu une autre. J'ai appris très tôt que se disputer pour des vêtements ne valait pas la conversation qui s'ensuivrait. Vivian s'est agenouillée à côté de moi pendant la réception. Elle avait 38 ans, moi j'en avais 9. Elle était belle, de cette manière prudente et dure des femmes qui ne laissent pas un seul cheveu dépasser. Elle a posé sa main sur mon épaule, et s'est baissée pour que ses yeux soient à mon niveau. Ma chérie, a-t-elle dit, je n'essaie pas d'être ta mère, mais ton père a besoin de nous deux pour prendre soin de lui. Il est parfois triste quand il pense à toi. Alors quand il devient silencieux, c'est à cause de toi. D'accord ? Sois juste très sage. J'ai hoché la tête. Easton se tenait derrière elle. À 14 ans, il ne souriait pas. Ce soir-là, je me suis assise sur mon lit et j'ai écrit une carte. Cher papa, je suis désolé de te rendre triste parfois. Je serai meilleur. Je t'aime, Rosie. Je l'ai scellée dans une enveloppe, et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine pour lui. 18 ans plus tard, j'allais retrouver cette même enveloppe, toujours scellée, dans une boîte au sous-sol de ma belle-mère. Il ne l'avait jamais vue. Ce fut le premier mensonge. Les mensonges qui ont suivi ont pris différentes formes. Certains ont été dits, d'autres m'ont été volés, d'autres encore ont été falsifiés. Mon père travaillait pour le ministère des Transports de Caroline du Nord en tant qu'ingénieur civil principal. Il partait 6 à 10 jours par mois en tournée d'inspection. De 2010 à 2016, à chaque voyage, il m'a envoyé une lettre depuis l'hôtel. Je le sais aujourd'hui, car Monsieur Hulbrook conserve un dossier contenant des enveloppes que mon père a récupérées dans la poubelle, au fond d'un tiroir à babioles, ou encore à l'intérieur d'un annuaire téléphonique dans un placard du couloir. 12 enveloppes que je peux prouver, et peut-être d'autres que je ne peux pas. Chaque enveloppe m'était adressée de la main de mon père. Chacune avait été ouverte le long de la pliure. Chacune avait ensuite été décellée par quelqu'un qui ne connaissait pas l'astuce de la vapeur d'eau. Je n'ai reçu que 3 lettres de mon père en 18 ans. Toutes les 3 sont arrivées pendant les semaines où ma belle-mère voyageait. J'ai appris plus tard que mon père continuait à me répondre en vain. Il y avait d'autres schémas récurrents. Mon demi-frère Easton avait 6 ans de plus que moi. Il était le fils de Vivian, issu de son premier mariage. Mon père ne l'a jamais adopté légalement. C'est une chose que j'allais découvrir à 23 ans, lorsqu'un formulaire fiscal est arrivé par la poste adressé aux parents ou tuteurs d'Easton Ashcraft.
Il n'avait toujours été que le fils de Vivien, mais il avait été briefé. Quand j'avais 11 ans, Easton s'est approché de moi dans la cuisine un après-midi. Il portait un ballon de football sous le bras. Il m'a regardé avec une expression que je n'ai jamais pu décrire correctement. Papa a dit à maman que tu avais dit que tu aurais préféré que ce soit lui qui meure, à la place de ta vraie mère. Il a dit qu'il avait pleuré. Je l'ai entendu. Je n'avais pas dit ça. Je ne l'avais même pas pensé. Mais j'avais 11 ans, et les mots se sont insinués en moi avant que je ne puisse les arrêter. 2 semaines plus tard, mon père est entré dans ma chambre, et s'est assis au bord de mon lit. « Ma chérie, a-t-il dit, t'arrive-t-il parfois de souhaiter que ta mère soit restée à ma place ?» Il ne m'avait jamais posé une telle question. J'étais déconcerté. Le seul mot que j'ai pu trouver a été « parfois ». Je voulais dire que parfois elle me manquait. Il a entendu parfois je souhaite que tu sois mort. Il ne m'a plus appelé « ma chérie » pendant près de 4 ans. Quand j'ai eu 16 ans, ma belle-mère m'a tendu une lettre. Elle était écrite sur du papier jauni, avec une écriture qui ressemblait à celle de ma mère. Elle était datée de septembre 2006, 3 jours avant que ma mère ne se suicide. Vivien a dit qu'elle l'avait trouvée dans une boîte à chaussures. Je l'ai lu. Je l'ai relu. Et je l'ai lu en boucle pendant les 11 années suivantes. Je vous dirai ce qu'elle contenait plus tard. Pour l'instant, vous devez seulement savoir ce que j'ai cru pendant 11 ans. J'ai cru que ma mère s'était suicidée en partie parce que mon père ne l'aimait pas, en partie parce qu'il ne m'aimait pas non plus, et qu'elle avait voulu que je le sache. Ce fut le mensonge le plus profond que ma belle-mère m'ait jamais raconté. Le reste de ces mensonges n'était qu'une architecture construite autour de celui-ci. Il y avait aussi l'argent. Mon père m'a ouvert un compte de garde pour enfants, UTMA, quand j'avais 5 ans. Il l'a approvisionné soigneusement pendant des années. Ma belle-mère, après le mariage, est devenue la gestionnaire financière de facto de la maison. Entre 2010 et 2015, elle a signé 9 bordereaux de retrait sur ce compte. Pour un total de 42 800 €. La signature sur chaque bordereau indiquait « Goff ». Mais l'écriture ne correspondait pas. J'étais une enfant de l'école publique. Je n'avais pas 8 000 € de frais d'éducation en une seule année. Je n'ai jamais reçu le moindre centime de cet argent. Voilà ce qu'ont été les 18 années où elle prétendait que mon père me détestait. Voilà les 18 années où elle a écrit sa version de l'histoire à sa place, et brûlé chaque page qu'il essayait de me faire parvenir. Après avoir quitté le cabinet d'avocat, Gareth et moi nous sommes assis dans son Toyota Tacoma dans le parking, pendant près d'1 minute sans parler. Le pick-up était vieux. Un modèle de 2014. La même année, la même couleur, et le même modèle que celui que mon père conduisait. Il y a un endroit sur Highwood, a finalement dit Gareth. Le café y est mauvais, mais les box sont privées. J'aimerais t'offrir le petit déjeuner. J'ai quelque chose à te dire. J'attends depuis 13 ans pour le faire. J'ai hoché la tête. Il a conduit. Il n'a pas allumé la radio. Nous n'avons pas parlé pendant 8 minutes. Quand nous nous sommes assis dans le box du fond, il n'a rien commandé. Il a poussé le menu sur le côté. Il m'a regardé, et il n'a pas détourné les yeux. En juillet 2013, a-t-il dit, je suis allé chez ton père pour l'aider à nettoyer le sous-sol. Il était en haut, dans la cuisine. Je suis descendu seul. J'ai contourné l'arrière des étagères de rangement. Ta belle-mère était assise à une table pliante. Avec la boîte des affaires de ta mère ouverte devant elle. Elle tenait la lettre de ta mère, la vraie. Dans sa main gauche. Elle la recopiait lentement. Elle décalquait l'écriture. Je l'ai observée pendant 40 secondes. J'ai failli lui dire quelque chose de gentil. Je pensais que ta mère lui manquait. Puis, j'ai vu ce qu'elle écrivait. Il a fait une pause. Ce n'était pas ce que ta mère avait écrit. Je tenais ma tasse de café à 2 mains. Je ne l'ai pas soulevée. Je suis remonté à l'étage, a-t-il poursuivi. Je me suis assis avec ton père. Je ne lui ai rien dit ce soir-là. Je le lui ai dit 2 semaines plus tard. Il n'a pas eu l'air surpris. Il avait l'air fatigué. Il ressemblait à un homme qui attendait que quelqu'un lui confirme ce qu'il savait déjà. Je lui ai demandé ce que mon père avait répondu. Il m'a demandé de lui laisser du temps, a dit Gareth. Il a dit qu'il voulait construire les choses de la bonne manière. Il a dit que s'il la confrontait à ce moment-là,
elle brûlerait tous les papiers de la maison, et il n'aurait aucune preuve. Il a dit qu'il allait s'assurer que tu aies toutes les portes de sortie dont tu pourrais avoir besoin, avant d'ouvrir celle qui ferait le plus mal. Il a pris une lente inspiration. Il s'est agenouillé dans la cuisine. Rosie, ton père qui ne s'est jamais agenouillé pour personne, s'est agenouillé sur ce carrelage blanc, et m'a demandé de lui laisser du temps. Il a dit « Laisse-moi finir d'être son père ». Il a utilisé ces mots-là. J'ai répondu au d'accord. Je n'ai plus jamais prononcé le mot au d'accord de la même manière depuis. Je lui ai demandé pourquoi il avait cessé de me parler quand j'avais 14 ans. Parce que la seule façon pour moi de tenir ma promesse envers lui, a-t-il dit, c'était de rester si loin de toi, que je ne pourrais pas faire de gaffe. Si je m'étais approché de toi, je te l'aurais dit. Ton père le savait très bien. Il nous a gardés séparés exprès. Je l'ai laissé faire. C'est la partie avec laquelle je dois vivre aujourd'hui. Il a fouillé dans la poche de son manteau, et a posé une petite enveloppe sur la table entre nous. Plus petite que celle que M. Hulbrook m'avait donnée, de la taille de ma paume. Il l'a poussée vers moi. Ton père m'a donné ça il y a 6 ans, a-t-il dit. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose avant que tu ne sois au courant, je devais m'assurer que tu puisses toujours entrer sans avoir à lui demander, à elle. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une clé. Une simple clé en argent, avec un morceau de ruban adhésif électrique rouge enroulé autour de l'anneau. C'était le rouge que mon père utilisait pour marquer ses plans d'ingénierie. C'est le chalet, a dit Gareth. Black Mountain. Il y a une deuxième serrure pour laquelle elle n'a pas la clé. J'ai refermé ma main sur la clé. Je n'étais pas encore prête à ouvrir l'enveloppe brune, mais je commençais à comprendre que mon père n'avait pas simplement préparé une enveloppe. Il avait préparé tout un réseau, et les personnes de ce réseau retenaient leur souffle depuis bien longtemps. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là. Mon appartement se trouve à West Asheville, une chambre, et un comptoir de cuisine avec un coin ébréché. J'ai posé l'enveloppe brune sur le comptoir, et j'ai mis la clé en argent à côté. Je me suis fait du thé. Je me suis assise, et j'ai regardé l'enveloppe pendant 40 minutes sans y toucher. Puis, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre, 4 pages sur du papier blanc uni. L'écriture de mon père, les mêmes lettres majuscules soignées qu'il utilisait sur ses plans d'ingénierie. Sous la lettre se trouvait une pile de documents, avec de petits onglets colorés sur le bord droit, étiquetés de A à G de la main de mon père. J'ai lu la lettre en premier. La première phrase ne m'était pas destinée. Elle s'adressait à M. Hulbrook. Elle disait, « Maître, s'il vous plaît, ne lisez pas ceci à voix haute dans la même pièce que ma femme. » Voilà pourquoi il l'avait lu en silence. Voilà pourquoi il me l'avait fait glisser sur la table. Mon père le lui avait ordonné. La lettre qui m'était destinée commençait au 2e paragraphe. « Rosie, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et que tu es venu pour découvrir ce que je t'ai laissé. Je m'attends à ce que la pièce dans laquelle tu ouvres ceci soit pleine de personnes qui ont une opinion sur ce que je te dois. J'aimerais que tu les ignores tous, y compris ceux que tu aimes. Et que tu lises ce qui suit à ton propre rythme. À l'été 2013, ton oncle m'a raconté ce qu'il avait vu Vivien faire. À partir de ce jour-là, j'ai travaillé pour aboutir à cette enveloppe. Je suis désolé que ce soit par le biais d'une enveloppe. J'aurais préféré te dire tout cela lors d'un dîner. J'aurais préféré beaucoup de choses. Je veux t'expliquer ce que j'ai fait, dans l'ordre chronologique. Pour que tu comprennes pourquoi cela a pris autant de temps pour te parvenir. Il avait tout énuméré comme un calendrier de projets, la fiducie en 2018, l'acte de propriété du chalet en 2020, le coffre-fort, et la déclaration sous serment qu'il avait signée l'année dernière, avec la date et le sceau du notaire. Il a expliqué chaque élément dans un langage d'ingénieur froid et précis. Il m'a indiqué où trouver les documents. Il m'a expliqué quelles instructions M. Hulbrook avait reçues. Il m'a dit ce qu'il avait demandé à Gareth de garder sous silence. Il m'a donné les noms des personnes qui avaient discrètement aidé. Le dernier paragraphe était court. J'ai essayé par tous les moyens que je connaissais de t'atteindre. Je ne savais pas toujours ce qui se disait en mon nom. J'espère que tu me pardonneras de ne pas avoir compris plus tôt. Tu ne m'as pas perdu. J'étais toujours là. Lis ceci quand tu seras prête. Papa, le 18 septembre 2024. Il n'avait jamais utilisé le mot « amour » par écrit.
Il n'était pas ce genre d'homme. Sa façon à lui de le dire, c'était « J'ai travaillé pour aboutir à cette enveloppe. J'ai reposé la lettre. J'ai regardé les documents. Il y avait cet onglet. Onglet A, attestation de fiducie irrévocable, daté du 4 novembre 2018. Bénéficiaire, Rosie Maringoff. Capital, 1 285 000 $. Onglet B, acte de garantie immobilière, propriété de Black Mountain. Enregistré le 21 avril 2020. Comté de Bincombe. Cédant, Edmund H. Goff. Bénéficiaire unique, Rosie Monsieur Goff. Onglet C, clé du coffre-fort, Bank First Citizens, succursale de Pack Square, boîte numéro 2018. Onglet D, preuve des services postaux américains, USPS, 6 enveloppes, cachées de la poste de 2010 à 2016, sans altérer. Onglet E, audit des retraits du compte UTMA, 9 bordereaux, total de 42 800 $. Onglet F, déclaration sous serment d'Edmund H. Goff. Notarié le 18 septembre 2024. Onglet G, à n'ouvrir qu'en présence de l'avocat. Je n'ai pas ouvert l'onglet G. Il m'avait demandé de ne pas le faire. J'allais honorer cela, de la même manière qu'il avait honoré sa promesse d'attendre que je sois prête. Glissé à l'arrière du dossier se trouvait un Polaroid que je n'avais jamais vu. J'ai 11 ans sur la photo. Je suis assise sur les marches en bois du chalet à Black Mountain, riant de quelque chose hors du champ. J'ai les cheveux dans le visage, et je mange un biscuit au beurre de cacahuète. Au dos, avec l'écriture de mon père, Rosie, 11 ans, chalet. Elle va bien. C'est cette ligne qui m'a brisé. Pas l'héritage, ni la fiducie, ni la maison. Elle va bien. Il l'avait pensé. Il l'avait écrit. Il l'avait gardé dans une enveloppe pendant 16 ans, pour que j'aie la preuve qu'au moins un après-midi de 2009, quelqu'un qui m'aimait m'avait regardé, et avait su que j'allais bien. Si votre père a déjà écrit sur vous une phrase dont vous ignoriez l'existence, écrivez le mot « enveloppe » dans les commentaires. J'aimerais savoir combien d'entre nous sont dans cette situation. Avant de vous dire ce qu'il y avait dans l'onglet G, et je vous le dirai, je dois vous raconter ce que ma belle-mère a fait dans les 5 jours qui ont suivi la lecture du testament. Car elle n'allait pas laisser cette enveloppe sans réponse. C'était une femme qui avait passé 18 ans à gagner en contrôlant ce qui se disait. Elle n'allait pas s'arrêter un mardi de mars. Le premier message vocal est arrivé à 16h11, le même jour. Elle était douce. Elle voulait savoir si j'allais bien. Elle pensait qu'il serait bon pour nous de parler. Elle a laissé son nom et son numéro à la fin, ce qu'elle n'avait plus fait depuis mon départ pour l'université. Le deuxième est arrivé à 19h ce soir-là. Moins doux. Ma chérie, je pense que nous avons toutes les deux dit des choses dans cette pièce que nous n'aurions pas dû dire. Ton père, que Dieu ait son âme, ne voudrait pas ça. Il voudrait que nous soyons unis. Easton pense que nous devrions tous dîner ensemble dimanche. S'il te plaît, pour ton père. Dès le 3e jour, elle faisait des allusions à ma mère. Dès le 4e jour, elle faisait des allusions à Gareth. Rosie, je vais supposer que tu n'as pas reçu mes messages. Si ce n'est pas le cas, je veux que tu saches que tout ce que Gareth t'a raconté, c'est la version d'un homme qui a perdu sa licence en 2013. Parce qu'il ne savait pas se contrôler avec les femmes. Je ferai très attention à qui tu accordes ta confiance. C'était un mensonge. Gareth n'avait perdu aucune licence. Il était ingénieur civil avec un dossier vierge. Mais c'était un mensonge utile pour elle, car cela le présentait comme indigne de confiance au cas où je commencerais à l'écouter. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé chaque message vocal dans un dossier intitulé Preuve V. Le 2e jour, ma cousine Marigold m'a envoyé un SMS privé. Elle a 2 ans de plus que moi. Nous n'avions jamais été proches. Elle avait été gentille lors de tous les événements familiaux que nous avions partagés, mais elle n'avait pas fait ce dont j'avais besoin, m'appeler après avoir vu sa tante se moquer de moi à Thanksgiving. J'avais cessé d'attendre cela de qui que ce soit. Son message était court. Rosie, je suis tellement désolé. Il faut que je te montre quelque chose. Ce qu'elle m'a envoyé était une capture d'écran d'une conversation de groupe. Le groupe s'appelait « Famille Goff ». Il y avait 8 membres. Je n'en faisais pas partie. L'historique des messages remontait à plus de 13 ans. Elle m'a transféré le message que ma belle-mère avait envoyé le soir de la lecture du testament.
La famille, s'il vous plaît, comprenez-la. Rosie a des difficultés depuis des années. Edmund et moi avons essayé de l'aider. L'enveloppe est un malentendu. Cornelius fait juste ce pourquoi il est payé. Je vais régler ça. S'il vous plaît. N'interagissez pas directement avec elle avant que je ne lui ai parlé. Il y avait 2 émojis cœur de la part de tante Adélaïde. Il n'y avait aucune réponse de Cordelia. Il y avait 3 pouces en l'air de la part de divers cousins. Marigold a envoyé un autre message. Je suis tellement désolé. Je témoignerai si tu as besoin de moi. Je l'ai remerciée. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle avait attendu. Le 3e jour, Easton est venu à mon appartement. Il s'est tenu sur le petit palier en béton devant ma porte, les mains dans les poches de son manteau. Il n'a pas essayé d'entrer. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je sais que c'est ce que tout le monde dit. Mais je ne savais pas pour les lettres. Je ne savais pas pour la fiducie. Je ne savais pas pour ton compte. Je savais que maman était. Je savais qu'elle disait des choses. Je l'ai laissé faire. Je ne te demande pas de pardonner ça. Je dis juste que je ne serai pas là à la 2e réunion. Pour ce que ça vaut. Il a sorti quelque chose de la poche de son manteau. Un petit cheval en bois. La peinture était usée sur la selle. Mon père l'avait sculpté pour mon 6e anniversaire. Je ne l'avais pas vu depuis l'âge de 7 ans. Ma belle-mère m'avait dit que je l'avais perdu pendant le déménagement. Je l'ai trouvé dans le sous-sol il y a 2 ans, a dit Easton. J'aurais dû te le donner à ce moment-là. Je te le donne maintenant. Il l'a posé sur le palier. Il s'est retourné, et est retourné à sa voiture. J'ai tenu le cheval en bois pendant 20 minutes, avant de le poser sur une étagère. Le 4e jour, ma grand-mère a appelé. Elle avait 84 ans. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 3 ans. L'appel est arrivé à 15 heures, à la même heure que mon père l'avait toujours appelé. Edmund m'a appelé tous les dimanches à 15 heures, a-t-elle dit. Pendant 26 ans. Il posait toujours la même question. Est-ce que Rosie t'a appelé, maman? Je lui disais que je te ferais savoir qu'il avait demandé. Je ne te l'ai jamais dit. Je pensais que c'était plus simple ainsi. J'avais tort. J'aimerais te voir. Quand tu seras prête, pas avant. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner. Elle m'a raconté ce qui s'était passé, et puis elle a attendu que je décide quoi en faire. Je lui ai dit que j'irais la voir. Quand j'ai raccroché, je suis allé dans la salle de bain, et je me suis regardé dans le miroir pendant un long moment. Ma belle-mère n'avait pas réalisé que l'enveloppe n'était pas la seule. Il y avait des enveloppes partout maintenant. Elles arrivaient sous différentes formes, messages vocaux, captures d'écran de SMS, jouets du sous-sol, appels téléphoniques du dimanche. Le mensonge n'était pas seulement en train de s'effilocher. Les personnes qui avaient été repliées à l'intérieur commençaient, elles aussi, à se déployer. Monsieur Hulbrook m'a appelé le samedi matin pour fixer une réunion privée. Il ne voulait pas que ma belle-mère soit présente. Il voulait m'expliquer chaque document du dossier lentement, avant la 2e réunion formelle que son cabinet avait fixée au jeudi suivant. Nous nous sommes rencontrés le mardi suivant, à 14 heures. Gareth m'a accompagné. Nous nous sommes assis sur 2 chaises face à son bureau. Il y avait une photographie en noir et blanc au mur derrière lui. C'était mon père et ma mère le jour de leur mariage, en 2002. Ma mère riait. Mon père la regardait elle, pas l'appareil photo. Je n'avais jamais vu cette photographie auparavant. Monsieur Hulbrook l'avait prise lui-même. Mademoiselle Goff, a-t-il commencé. Je représente votre famille depuis 1991. J'ai représenté votre père personnellement à partir de ce moment-là. Je n'ai pas représenté Madame Goff. Je ne considère pas cette distinction comme un détail technique. Je considère que c'est la raison d'être de ce cabinet. Je vais vous expliquer chaque instrument juridique. Il a d'abord posé les documents de la fiducie devant moi. Il a pris son temps. Il a expliqué ce qu'était une fiducie irrévocable, en termes simples. Il a utilisé une comparaison que je n'oublierai jamais. Une fiducie irrévocable est une entité juridique distincte de votre père. Le jour où il l'a approvisionné, en novembre 2018. Ses actifs ont cessé de lui appartenir. Il ne pouvait plus les donner à votre belle-mère.
Il ne pouvait plus changer d'avis. Il ne pouvait même pas les reprendre s'il le voulait. Il a choisi de les placer hors de sa propre portée. Pour qu'on ne puisse pas vous les prendre. L'État de Caroline du Nord respecte cela fermement. La fiducie n'est pas assujettie au testament. Le testament est, sur le plan juridique, ce que votre père voulait que Madame Goff voie. La fiducie est ce qu'il a réellement construit pour vous. J'ai demandé qui étaient les cofiduciaires. Votre oncle et ce cabinet, a-t-il répondu. Votre oncle a accepté en 2018. Votre père voulait que deux personnes en qui il avait confiance de différentes manières soient obligées d'agir ensemble. C'était une bonne conception. Votre père l'a conçu de la même manière qu'il concevait des ponts. Ensuite, il m'a montré l'acte de propriété du chalet. Il a expliqué le principe de répartition équitable selon la loi de Caroline du Nord. Il a expliqué qu'un bien, acheté avant un mariage, reste un bien propre, à condition qu'il soit maintenu séparé. Votre père a acheté le chalet en 1996, a-t-il précisé. 2 ans avant votre naissance. 6 ans avant de rencontrer votre mère. Il n'a jamais mis le nom de votre belle-mère dessus. En 2020, il vous a transféré l'acte de propriété sous forme de don. Avec le caractère de bien propre intact. Votre belle-mère n'a aucun droit marital dessus. Elle a essayé en 2022 de le convaincre de contracter une deuxième hypothèque sur le chalet. Il a refusé par écrit. J'ai le courriel. Il a fait glisser une feuille imprimée sur le bureau. L'objet était « Demande pour le chalet ». La réponse de mon père, datée du 14 mars 2022, tenait en une seule phrase. Cette propriété n'est pas sur la table. Merci de ne plus jamais aborder le sujet. Votre père savait, dès 2022, qu'il lui restait peut-être 3 ans à vivre, a dit calmement Monsieur Hulbrook. Il a agi plus vite après ça. Je ne savais pas que mon père se savait malade, de problèmes cardiaques, en silence. Il ne me l'avait pas dit. Il ne le lui avait pas dit non plus. Il ne l'avait dit qu'à son avocat et à son cardiologue. C'était tout. Ensuite, Monsieur Hulbrook a sorti les preuves postales et les bordereaux du compte pour mineurs, UTMA. 6 enveloppes, 9 bordereaux de retrait, et un rapport d'un graphologue expert comparant les signatures sur les bordereaux à la signature vérifiée de mon père sur son permis de conduire et ses documents de travail. Le rapport concluait que les 9 signatures étaient incompatibles avec l'écriture de mon père. Il identifiait l'écriture de Vivien comme une correspondance probable sur 7 des 9 documents. Au pénal, a expliqué Monsieur Hulbrook, une grande partie de ceci est désormais hors de portée de poursuite. La loi fédérale sur l'entrave à la correspondance prévoit une prescription de 5 ans. La plupart des faits sont plus anciens. Mais au civil. Ce n'est pas le cas. Votre père s'est préparé en conséquence. Des recours s'offrent à vous, fraude, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Restitution du compte UTMA. Les poursuites civiles ne nécessiteraient pas d'implication pénale. Que vous ayez l'envie ou non d'engager ces poursuites est une question différente de savoir si vous avez les bases légales pour le faire. J'ai posé des questions sur l'onglet G, c'est la pièce la plus lourde, a-t-il dit. Votre père m'a dit ce qu'elle contenait. Il a demandé que vous ne l'ouvriez pas seul. Je ne l'ouvrirai pas sans vous. J'aimerais l'ouvrir maintenant, ai-je répondu. Il a alors attrapé un deuxième dossier, plus petit et à couverture rigide, qui était posé dans le coin de son bureau. Il a déposé 3 documents sur la table. Avant d'ouvrir l'onglet G, a-t-il dit, j'ai besoin que vous voyiez quelque chose d'autre. Votre belle-mère a déclaré à 2 reprises maintenant, lors de la lecture du testament et dans un message vocal que mon assistante a reçu hier, que votre père lui avait parlé dans ces dernières heures. J'ai ici le registre d'admission de l'hôpital Mission pour le 5 février. Le rapport d'intervention des pompiers d'Asheville de ce matin-là. La note du médecin traitant. Votre père a été inconscient à partir du moment où l'AVC a frappé. Score de 3 sur l'échelle de coma de Glasgow sur les lieux. Il n'a jamais repris connaissance. Il n'a pu dire quoi que ce soit à personne. Je conserverai ces dossiers. C'est vous qui déciderez de les introduire ou non. Il a prononcé les mots, le dossier médical ne le corrobore pas, et a poussé le classeur vers moi. Je l'ai fermé sans lire plus loin. Je savais à ce moment-là ce que j'allais en faire. J'allais attendre. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je me suis assise au comptoir de la cuisine, et j'ai posé 2 lettres côte à côte sous la lampe. La lettre de gauche était celle que je portais sur moi depuis mes 16 ans.
celle que ma belle-mère avait glissée dans ma main un samedi d'avril 2015, après m'avoir dit qu'elle l'avait trouvée dans une boîte à chaussures qu'elle avait eu peur d'ouvrir. Le papier était jauni. L'écriture était arrondie. La première ligne disait « Rosie, je suis tellement désolé ». La lettre de droite était celle de l'onglet G. Il contenait 3 choses. 1. Une déclaration sous serment de mon père, datée du 18 septembre 2024, attestant que ma belle-mère avait, selon ses observations, remplacé l'original de la dernière lettre de ma mère par un faux qu'elle avait rédigé en 2013. 2. Une déclaration sous serment du docteur Olive Thiersten, la psychiatre de ma mère pendant les 3 années précédant sa mort, attestant avoir personnellement vu ma mère rédiger la lettre originale le 11 septembre 2006, et en avoir lu le contenu. 3. Une simple feuille de papier, plus fragile que l'autre, avec une écriture qui ne faisait pas de boucle comme la version que j'avais portée. J'ai d'abord lu la déclaration du docteur Thiersten. Lors de notre dernière séance le 11 septembre 2006, Madame Goff a écrit une lettre à sa fille. Elle me l'a lue à haute voix. La lettre déclarait explicitement que sa décision était due à une maladie non traitée, que ce n'était ni la faute de son mari, ni la faute de sa fille. La lettre que je l'ai vue écrire ne ressemblait en rien au document qui m'a été montré par Edmund Goff en septembre 2024. La date sur la déclaration était de 4 jours après celle où mon père avait signé la sienne. Ensuite, j'ai lu la vraie lettre. Elle faisait 7 lignes. L'écriture était tremblante. Le papier était presque incolore maintenant. Ma Rosie, je suis tellement fatigué et je ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête. Ce n'est pas la faute de ton père. Il a été bon. Ce n'est pas ta faute non plus. Tu as 7 ans, et tu es parfaite. Je suis malade depuis très longtemps. Depuis plus longtemps que tu n'es en vie. Prends soin de lui pour moi, ma petite fille. Maman. J'ai reposé la lettre. J'avais lu la mauvaise lettre pendant 11 ans. Je suis resté parfaitement immobile pendant un long moment. La bouilloire avait sifflé 2 fois. Je ne l'avais pas remarqué. La lampe était devenue chaude sous ma paume. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer dans la pièce voisine. Je ne l'avais pas regardé. J'ai pensé à beaucoup de choses pendant cette heure. J'ai pensé au fait que ma mère avait 25 ans quand je suis né, et 32 ans quand elle est morte. J'ai pensé au fait que j'avais maintenant 5 ans de plus qu'elle n'en aurait jamais eu. J'ai pensé à la façon dont elle avait passé sa dernière séance à écrire à la main la phrase « Il a été bon ». J'ai pensé à mon père, lisant la version falsifiée pour la première fois en 2013, et ne me le disant pas, parce qu'il ne pouvait pas encore prouver ce qui s'était passé. J'ai pensé aux 11 années que j'avais passées à tressaillir, quand il essayait de toucher mon épaule. Aux 11 années passées à laisser ses appels aller sur messagerie. Aux 11 années passées à penser qu'il avait aimé ma mère moins qu'elle ne le méritait, et moi moins que je ne le méritais. Il avait été la 2e personne dans ma vie à m'aimer, et j'avais fait son deuil alors qu'il était encore en vie. Cette falsification était le pire mensonge que ma belle-mère m'ait jamais raconté. Car elle ne m'avait pas seulement volé mon père, elle m'avait aussi volé la façon dont je me souvenais de ma mère. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que Gareth avait chuchoté dans la salle de conférence, « Si tu le fais, elle ne s'en remettra jamais ». Il ne parlait pas de la fierté de ma belle-mère. Il parlait de l'assemblée. La 2e réunion formelle était prévue pour le samedi matin suivant, à 10 heures. La même salle de conférence, les mêmes 9 proches. Monsieur Hulbrook avait exigé que tout le monde soit présent. Il avait prévenu l'avocat de ma belle-mère, un jeune avocat de Charlotte nommé Monsieur Talbot, qui ne connaissait pas Asheville et ignorait comment fonctionnait le comté de Buncombe, qu'il y aurait des documents supplémentaires sur la table. Il n'avait pas précisé lesquels. Ma belle-mère est arrivée avec Monsieur Talbot à 9h40. Elle portait un autre collier de perles. Je suis arrivé à 9h58. Cette fois, je me suis assise à la droite de Monsieur Hulbrook. Gareth a pris la chaise à ma gauche. Cordelia, ma grand-mère, est entrée à 10 heures précises, sans le mouchoir vert sur ses genoux. Elle s'est assise en face de ma belle-mère, et n'a pas détourné les yeux. Cette réunion est officielle, a déclaré Monsieur Hulbrook. Le conseil de Madame Goff a demandé une discussion sur certains documents. Le conseil de Mademoiselle Goff, c'est-à-dire moi-même, a accepté. Chaque document sera examiné dans l'ordre. Je vais lire. Je ne ferai aucun commentaire. Chaque partie pourra s'exprimer après que j'aurai terminé. Il a commencé par la fiducie.
Il a lu l'attestation de la fiducie irrévocable lentement, page par page. Il a nommé la date, le capital, la bénéficiaire, les cofiduciaires, le notaire et la page de signature. Il a utilisé la même voix atone que lors de la lecture du testament 3 semaines plus tôt. Ma belle-mère l'a interrompu à 2 reprises. Monsieur Hulbrook a patienté à chaque fois, et a repris sa lecture exactement au mot où il avait été coupé. La 3e fois qu'elle l'a interrompu, elle s'est levée. Ça ne peut pas être valide, a-t-elle lancé. Edmund me l'aurait dit. Il n'aurait jamais fait ça sans me le dire. C'est une sorte de faux. Madame Goff, a répondu Monsieur Hulbrook, la fiducie a été signée dans ce bureau le 4 novembre 2018. Elle a été attestée par mon associé. Monsieur Peton. Elle a été notariée par Madame Caldwell. Elle est irrévocable. Elle ne fait pas partie de la succession homologuée. La fiducie n'est pas soumise à votre objection. Elle s'est rassise, la main plaquée à plat contre la table. Elle n'a pas regardé son propre avocat. Il ne l'a pas regardé non plus. Easton, assis à 3 chaises de là, fixait son café. Monsieur Hulbrook est passé à l'acte du chalet. Il a lu le cachet d'enregistrement du registre du comté de Buncombe, livre 5921, page 188. Il a lu la date du transfert par donation, avril 2020. Il a montré le courriel de mars 2022. Il a déposé le reçu d'envoi. Il est passé aux preuves postales. Il a placé 6 enveloppes sur la table. Il a lu chaque cachet de la poste à haute voix. Il a pointé du doigt l'altération du sceau sur chacune d'elles. Ces enveloppes étaient adressées à Mademoiselle Goff entre 2010 et 2016, a-t-il dit. Elles ont été récupérées dans le coffre-fort de Monsieur Goff, où il les conservait depuis l'année où il a reçu la première en retour. Il ne les a pas détruites. Je cite sa note, parce qu'elle pourrait ne pas me croire sans les voir. Forrest, le fils de Garrett, âgé de 35 ans, s'est levé. Il n'a rien dit. Il est sorti de la salle de conférence. Il n'est pas revenu. Vivien était celle qui s'occupait de Forrest quand il avait 10 ans. Il l'avait aimé. Il ne l'aimait plus. Monsieur Hulbrook est passé au compte UTMA. Il a placé 9 bordereaux de retrait sur la table. Il a posé le rapport du graphologue expert à côté. Il a lu la conclusion d'une voix neutre. Les 9 signatures sont incompatibles avec l'écriture de Monsieur Goff. 7 des 9 présentent des caractéristiques cohérentes avec l'écriture de Madame Goff. Le montant total retiré du compte pour mineurs entre 2010 et 2015 s'élève à 42 800 €. La mineure n'a pas reçu ses fonds. Ma belle-mère n'a rien dit. Monsieur Hulbrook est passé à la lettre. Je ne lirai aucune des lettres à haute voix, a-t-il annoncé. Je ne dirai que ce qui est nécessaire. La première lettre, celle remise à Mademoiselle Goff en avril 2015, a été rédigée, selon l'analyse experte, sur du papier fabriqué en 2011. Elle ne peut pas avoir été écrite par une femme décédée en 2006. La deuxième lettre, l'original, est authentifiée par la psychiatre traitante, qui a assisté à sa rédaction. Je verserai sa déclaration sous serment au dossier. La bouche de ma belle-mère s'est ouverte. Puis elle s'est refermée. Monsieur Talbot s'est penché vers elle et a chuchoté. Elle ne l'a pas entendu. Ensuite, Monsieur Hulbrook a attrapé le deuxième dossier. Il reste une dernière question à aborder, a-t-il dit. Madame Goff a déclaré publiquement, y compris dans ce bureau le 17 mars, que son défunt mari avait communiqué avec elle sur son lit de mort. J'ai ici les dossiers de l'hôpital Mission, ainsi que le rapport d'intervention des pompiers d'Asheville pour la journée du 5 février. Monsieur Goff a été inconscient à partir du moment où l'AVC a frappé. Il n'a jamais repris connaissance. Il n'y a eu aucune conversation sur son lit de mort. Je le note pour le compte-rendu. Brier, la femme d'Easton, s'est levée. Elle est sortie, et elle n'est pas revenue. Easton a regardé sa mère. Il n'a pas détourné les yeux. Il l'a regardée pour la première fois en 18 ans, comme s'il la voyait enfin. Cordelia s'est levée. Elle avait 84 ans. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a regardé personne d'autre que ma belle-mère. Vivien, a-t-elle dit, tu devras avoir quitté la maison de mon fils d'ici la fin de la semaine. J'ai demandé à notre avocat de rédiger un avis d'expulsion. Monsieur Hulbrook l'a. La maison était au nom de mon mari lorsqu'il est mort. Et elle m'a été transmise.
J'ai signé un acte de renonciation en faveur d'Edmund en 2010. Mais j'avais conservé l'usufruit pour moi-même. Mon fils n'en avait que la nue propriété. Mon fils ne possédait pas la maison. Il la gardait pour moi. Cet usufruit m'appartient. Je mets fin à cette faveur. J'aimerais récupérer ma maison. Ma belle-mère ne le savait pas. Elle avait passé 18 ans à redécorer une maison qui ne lui appartenait pas. Adélaïde a tendu le bras, et a posé sa main sur l'épaule de Cordelia. C'était la première fois qu'elle touchait sa mère devant la famille depuis de nombreuses années. Je me suis levé. J'ai sorti de mon sac à main le petit cheval en bois, celui qu'Easton avait laissé sur le pas de ma porte. Je l'ai posé sur la table en noyer devant Vivien. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne veux pas de tes excuses, ai-je dit. Et je ne te donnerai pas les miennes. 2 phrases, rien de plus. Je me suis rassise. Elle s'est levée. Personne ne s'est levé avec elle. Monsieur Talbot a refermé doucement son dossier. La réunion s'est terminée sans qu'aucune décision ne soit rendue, car il ne restait plus rien sur quoi statuer. Si vous êtes déjà resté dans une pièce à regarder quelqu'un perdre les personnes sur lesquelles il avait construit sa vie, et cela sans élever la voix, écrivez le mot « silence » dans les commentaires. Je pense que nous sommes plus nombreux que le monde ne le réalise. Monsieur Ulbrook a déposé la plainte au civil le lundi matin. 3 chefs d'accusation et une demande de restitution, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, fraude en droit commun, délit civil de violation de correspondance, et restitution du compte UTMA avec les intérêts auto-légales. Monsieur Talbot l'a appelé le mardi. Il a dit que sa cliente souhaitait un accord à l'amiable. Il a demandé quelles étaient les conditions. J'étais assise dans le bureau de Monsieur Ulbrook le lundi matin suivant, pendant qu'il rédigeait les conditions à la main sur un bloc-notes juridique. Il n'a consulté l'avocat de Vivien sur aucune d'elles. Il m'a consulté, moi. Renonciation, a-t-il demandé. À tout, ai-je répondu. Il a écrit, Madame Goff renonce à tout intérêt dans la fiducie irrévocable datée du 4 novembre 2018, et dans la propriété de Black Mountain enregistrée le 21 avril 2020. UTMA, a-t-il demandé. Restitution totale, ai-je dit. Plus 8 ans d'intérêt, a-t-il noté. 58 400 $ payables en une seule somme dans un délai de 30 jours. Rapport du graphologue expert, a-t-il demandé. Public, ai-je dit. Officiellement enregistré. Pour qu'elle ne puisse pas dire que ce n'est jamais arrivé. Clause de non-contact? Oui. Il a fait une pause. Il y a une dernière clause que votre père aurait voulu, a-t-il dit. Je vais la rédiger. Vous me direz s'il faut l'inclure. Il l'a rédigée, Madame Goff signera et reconnaîtra une déclaration écrite stipulant que les affirmations qu'elle a faites le 17 mars 2026, SIC, note de traduction, probablement 2025 selon la chronologie concernant une conversation sur un lit de mort avec le défunt n'était pas factuellement exacte. Cette déclaration sera versée au registre public, dans le cadre du dossier de règlement. Je l'ai lu 2 fois. Incluez-la, ai-je dit. Elle a signé le 6 avril. Monsieur Ulbrook m'a fait assister à la scène. Il avait disposé les documents la veille au soir. Il a utilisé le stylo à plume que mon père avait utilisé pour signer la fiducie en 2018. Il l'a placé sur la table, à côté de la ligne de signature. Il n'a rien dit à propos du stylo. Elle n'a pas posé de questions. Elle l'a pris. Elle a signé. Elle a quitté le bureau, et elle n'est plus jamais revenue à Pack Square. Easton m'a écrit un court courriel le 31 mars. Rosie, je lui ai dit que j'arrêtais les frais. J'ai changé de numéro. Je déménage à Boone en juin. Si jamais tu veux parler, et seulement si c'est le cas, mon nouveau numéro est ci-dessous. Sinon, je comprends. Il n'a pas signé, ton frère. Il a signé, J'ai enregistré le numéro. Je ne lui ai pas écrit. Pas encore. Ma grand-mère a appelé Monsieur Ulbrook le 1er avril, et a réécrit son propre testament. Elle a mis de côté 60% de sa succession pour une bourse d'études au nom de ma mère, la bourse Marin Holloway Goff pour les éducateurs de la petite enfance du comté de Buncombe. Elle m'a demandé de siéger au comité. J'aurais dû faire ça il y a 20 ans, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas fait. Je le fais maintenant. Seulement si tu le souhaites. Sans pression. J'ai dit oui. Il y a une petite clause qu'elle a rédigée elle-même, de sa propre main,
et que l'avocat de la famille m'a avoué avoir dû se battre pour ne pas retirer, les décisions d'attribution seront prises à la majorité des voix du comité, et non par le donateur. Le rôle du donateur est de financer. Pas de décider. Elle avait retenu la leçon de son fils. Discrètement, sans le dire. La communauté d'Asheville est petite. Celle de Biltmore Forest l'est encore plus. Les nouvelles circulent, de cette manière prudente et indirecte dont l'argent s'est toujours déplacé dans cette partie de la ville. Le journal Citizen Times a publié un article de 4 paragraphes le 9 avril, dans la section « Avis juridiques et règlements ». Il ne nous nommait pas. On y lisait « Une famille de longue date de Biltmore Forest a conclu un règlement privé concernant la succession d'un vétéran sous-officier. » Les détails sont scellés. L'avocat de l'une des parties a simplement déclaré. La famille ne s'attend à aucune autre procédure publique. Vivien a été invité à prendre un congé sabbatique d'une durée indéterminée du Country Club d'Asheville. L'expression utilisée par le comité d'adhésion était « pour vous accorder du temps et de l'intimité ». Elle ne s'y est pas opposée. Elle a déménagé de la maison de Biltmore Forest le 11 avril. Ma grand-mère y a réemménagé 3 jours plus tard. La maison avait été construite par mon arrière-grand-père en 1949. C'était la première fois en 18 ans qu'elle appartenait pleinement à la famille pour laquelle elle avait été bâtie. La famille dont on m'avait parlé n'avait jamais existé. En revanche, la famille que j'avais réellement a commencé à apparaître, dans les espaces que le mensonge occupait autrefois. Le matin du 11 avril, Garrett est passé me prendre à 9 heures. Il a conduit. Je me suis assise sur le siège passager du Tacoma. Nous avons pris l'autoroute I-40 en direction de l'est, hors d'Asheville. Le trajet jusqu'à Black Mountain prend 25 minutes quand la route est dégagée. Elle l'était ce matin-là, un début de printemps. Les cornouillers commençaient tout juste à fleurir. Il n'a pas dit grand-chose. Moi non plus. Il a allumé la radio pour la première fois depuis la lecture du Testament. Une station de bluegrass que mon père aimait. Il ne l'a pas précisé, mais je le savais. Tu venais ici avec lui, ai-je demandé lorsque nous avons passé la sortie d'Olford. Une fois par an, a-t-il répondu. Le dernier week-end d'avril, il apportait des sandwichs. Il n'a jamais dit pourquoi ce week-end-là. J'ai hoché la tête. Ma mère était décédée fin septembre, mais elle avait demandé une fois, lors d'une séance dont le docteur Thiersten m'avait parlé plus tard, que ses cendres soient dispersées au printemps suivant. Mon père avait attendu ces 7 mois. Il avait aussi attendu les 36 années suivantes, à chaque fin avril, seul et en silence. Le chalet se trouve sur un petit terrain près de Padgett Road. Des noyers noirs bordent la limite de propriété. Il y a une courte allée de galets, un porche en bois avec 2 marches, et une rampe que mon père avait construite lui-même quand il avait 36 ans. Le chalet en lui-même est petit, 2 chambres, une cuisine, une cheminée en pierre. Pas de télévision, pas d'internet. Il n'y en a jamais eu le besoin. Nous sommes arrivés à 11h14. La serrure a tourné sans accroc. La deuxième serrure, celle pour laquelle Garrett avait gardé la clé, a tourné aussi. Je suis entré seul en premier. Garrett a attendu sur le porche. À l'intérieur, l'air était froid et sec. Le foyer de la cheminée était propre. Le bois était empilé à côté. Il y avait une couverture pliée sur le petit canapé. Mon père était venu en octobre, avant son AVC. Il avait plié la couverture lui-même. Les coins étaient parfaitement carrés. J'ai marché à travers le chalet sans défaire mes affaires. J'ai touché le dossier de sa chaise. J'ai touché le comptoir de la cuisine. J'ai touché le rebord de la fenêtre au-dessus de l'évier, là où, sur la photographie, une Rosie de 11 ans s'était jadis penchée pour regarder une biche dans la cour. Ensuite, je suis sorti dans le petit jardin sur le côté sud du chalet. Les personnages étaient sortis. Mon père les avait plantés en 2007, l'année suivant la mort de ma mère. Elle lui avait dit un jour que les personnages étaient les seules fleurs assez courageuses pour pousser avant toutes les autres. Il s'en était souvenu, et les avait plantées en une bande le long du mur sud. Il avait sculpté un petit morceau de bois avec les initiales de ma mère, et l'avait enfoncé dans la terre à la tête de la rangée, MG 2007. Les personnages formaient une petite coulée blanche le long du mur sud. Ils étaient sortis sans que personne ne le leur dise. Je me suis agenouillé. J'ai touché le marqueur en bois. Le bout de mon doigt est revenu avec une tache de terre humide. Je ne l'ai pas essuyé. Je l'ai laissé là.
Quand je suis rentré à l'intérieur, j'ai fait 3 choses. J'ai posé l'enveloppe brune sur le manteau au-dessus de la cheminée, l'original, désormais scellé dans une petite pochette transparente. J'ai placé la vraie lettre de ma mère, celle de cette ligne, dans un cadre en bois tout simple que j'avais trouvé dans le placard, et je l'ai mise à côté de l'enveloppe. Enfin, j'ai posé le Polaroid de moi à 11 ans à côté des deux. Je suis resté debout un long moment devant la cheminée. Je n'ai pas pleuré. J'avais pleuré pendant 30 minutes dans la voiture en rentrant de Pack Square, le soir où M. Hulbrook m'avait montré les dossiers médicaux. J'avais pleuré une bonne fois pour toutes. Je n'allais plus pleurer avant longtemps. J'ai prononcé une seule chose à voix haute, à personne en particulier, d'accord, ai-je dit. D'accord. Puis, je suis sorti sur le porche. Garrett était assis sur la marche du haut. Il regardait les personnages. Je me suis assise à côté de lui. Nous n'avons rien dit pendant un long moment. La lumière a commencé à changer. Une griffe des bois chantait quelque part en bas, dans les lauriers. Je me suis levé, et je suis retourné à l'intérieur. J'ai fermé la porte derrière moi, et je ne l'ai pas verrouillée. Il n'y avait plus personne que je devais tenir à l'écart. J'avais 27 ans. Ma mère en avait 32 quand elle avait cessé de vivre. Mon père en avait 62 quand il avait cessé de vivre. J'avais 35 ans d'avance sur elle, et beaucoup d'autres devant moi. Et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de toutes ces années. Mais je savais une chose, je n'allais en passer aucune à l'intérieur de l'histoire que Vivian Ashcraft avait écrite sur moi. On m'avait répété pendant 18 ans que j'étais détesté. En réalité, j'avais été aimé tout ce temps. La preuve se trouvait dans une enveloppe. L'enveloppe était dans un dossier. Le dossier était dans un tiroir. Le tiroir était dans un bureau sur Pack Square. Ce bureau m'avait attendu. Il avait fallu 8 ans à mon père pour le construire. Il avait fallu 13 ans à mon oncle pour garder le silence. Il avait fallu 84 ans à ma grand-mère pour apprendre quoi dire au bon moment. Il m'a fallu 40 minutes pour le lire. Je n'avais pas été abandonné. J'avais été protégé, d'une manière que je n'avais pas comprise.